Le cœur est un muscle contractile dont le but va être d'assurer la circulation du sang dans le système circulatoire. Il s'agit d'un organe moyennement volumineux de 12 cm de grand axe, de 6 cm de diamètre transversal et qui va venir se placer dans la cavité thoracique dans un espace que l'on appelle le médiastin moyen. Si l'on met en place une vue un peu schématique du thorax, tel qu'il pourrait apparaître par exemple sur une radiographie pulmonaire, voyons apparaître ici le sternum, on dessiner le contour de la cavité de la cage thoracique, comme ceci. Eh bien, le cœur va occuper la partie moyenne de cette cavité thoracique, limitée en bas par le diaphragme, dont la projection laisse apparaître ici ces deux coupoles, la coupole droite étant plus haute que la coupole gauche. Sur cette radiographie pulmonaire, l'image du cœur apparaîtra donc centrée, le médiastin moyen, limité à droite par un bord droit, constitué de la veine cave supérieure, en bleu, puis du bord droit de l'atrium droit, limité à gauche par trois arcades qui seront constituées de haut en bas par la crosse de l'aorte, puis l'image de l'artère pulmonaire gauche, et enfin la saillie du ventricule gauche. L'ensemble de ces structures étant centré par l'image de la trachée qui apparaîtrait. Sur le plan topographique, le cœur va venir se placer entre deux espaces qui sont les gouttières pleuropulmonaires, c'est-à-dire les deux poumons, droit et gauche, qui sont engainés dans la membrane séreuse de la tête, et donc qui apparaîtront en noir sur un cliché radiographique. Cliniquement, le cœur, ça s'écoute, c'est l'auscultation, ça peut se sentir, on peut palper par exemple la pointe du cœur, si on projette en regard du sixième espace intercostal, et ce cœur, on peut aussi le voir. Et l'examen qui permet de voir le cœur, c'est l'échographie, que l'on peut faire soit en posant la sonde d'échographie sur le thorax, ce qu'on appelle l'échographie transthoracique, ou que l'on peut également réaliser en mettant la sonde d'échographie dans l'œsophage qui passe en arrière du cœur, c'est ce qu'on appelle l'échographie transésophagienne. Et c'est cette approche morphologique du cœur qui justifie la nécessité de connaître parfaitement sa morphologie externe et ses rapports. Sur le plan de la morphologie externe, eh bien, le cœur peut s'inscrire dans une pyramide à base triangulaire, tournée vers l'arrière et vers la droite, et à sommet antérieur et gauche. Il présentera trois faces et une base. Les faces sont une face sternocostale, puisqu'elle est contre le plastron sternocostal, donc contre la paroi thoracique. Une face diaphragmatique, par laquelle le cœur sera couché, posé sur le diaphragme, et une face pulmonaire, par laquelle le cœur sera collé au poumon gauche. Enfin, il présente une base, c'est la base de cette pyramide, qui est tournée vers l'arrière. Cette base du cœur, contenant, présentant des gros vaisseaux qui
émerge du cœur ou qui s'y rend. La face sternocostale du cœur sera examinée sur une vue antérieure du cœur, orientée crânialement vers le haut du tableau, la droite étant orientée comme ceci. La face sternocostale du cœur sera constituée successivement de l'atrium droit, oreillette droite, ventricule droit, puis du ventricule gauche. Sur cette vue antérieure, nous pouvons mettre en place la veine cave supérieure, veine cave crâniale, veine cave supérieure qui va venir se jeter à l'apex, au sommet de l'atrium droit. L'atrium droit va marquer le bord droit du cœur et va présenter à sa face antérieure une petite expansion auriculaire dans laquelle on peut, d'ailleurs, lorsque l'on aborde la cavité cardiaque qui peut passer le doigt, c'est l'auricule droite. L'auricule droite se prolonge vers le bas par un sillon. C'est la partie antérieure du sillon coronaire. Partie antérieure du sillon coronaire qui sépare l'atrium droit du ventricule droit. On l'appelle parfois sillon atrio-ventriculaire. Sillon coronaire ou sillon atrio-ventriculaire sont similaires. La face sternocostale du cœur sera ensuite constituée par la face antérieure du ventricule droit. Elle est plane, séparée de l'atrium droit par la partie antérieure du sillon coronaire et limitée à gauche par un autre sillon, c'est le sillon interventriculaire antérieur qui va se séparer du ventricule gauche. Vers le haut, le ventricule droit se prolonge par un vaisseau, c'est l'artère pulmonaire, le tronc de l'artère pulmonaire, dont la fonction sera d'amener le sang veineux de la circulation générale vers les poumons. La face antérieure du ventricule droit va constituer la plus grande partie de la face sternocostale du cœur. Enfin, cette face antérieure, face sternocostale du cœur, sera un peu constituée de la partie antérieure, face antérieure du ventricule gauche. Ce ventricule gauche est séparé du ventricule droit par la partie antérieure du sillon interventriculaire. Son bord gauche va dessiner le bord gauche du cœur et sera la limite gauche de l'ombre cardiaque telle qu'elle est vue sur un cliché pulmonaire de face. Vers le haut, le ventricule gauche apparaît comme coiffé par une petite extension émanant cette fois-ci de l'atrium gauche, qui est situé en arrière, on va le voir tout de suite, c'est l'auricule gauche. Enfin, le ventricule gauche va se prolonger
déplacer vers l'arrière et vers le haut par l'aorte thoracique ascendante qui va passer en arrière de l'artère pulmonaire, mais qui va apparaître très rapidement sur notre vue antérieure, sur la face sternocostale du cœur, venant se placer au flanc gauche de la veine cave supérieure. Le ventricule gauche va venir former par son apex la pointe du cœur, apex cardiaque, c'est la pointe, le sommet de notre pyramide. C'est cet apex cardiaque qui est palpable, enfin pas palpable, mais qu'on peut sentir contre la paroi thoracique antérieure en regard du 6e espace intercostal gauche. Le cœur a une couleur globalement rosée, c'est du muscle. Il a une consistance friable au niveau des atriomes, beaucoup plus ferme au niveau des ventricules. C'est logique. Le cœur est un muscle, les atriomes sont peu charnus, alors que les ventricules ont une masse musculaire beaucoup plus importante, puisque leur fonction d'éjection est beaucoup plus importante. Et surtout, les sillons du cœur sont très souvent remplis par de la graisse. C'est le cas de la partie antérieure du sillon coronaire ou du sillon interventriculaire antérieur. Et c'est dans cette graisse qui recouvre les sillons du cœur que l'on va retrouver les vaisseaux du cœur. Ce sont les artères coronaires et les veines du cœur. Donc le chirurgien cardiaque qui doit aborder ces vaisseaux pour faire un pontage, et bien il ira chercher des artères coronaires dans la graisse qui recouvre les sillons. Donc une face sternocostale. La base du cœur et les faces pulmonaires également magnétiques seront plus visibles sur une vue postérieure du cœur. Imaginons que on prenne nos ailes du premier rang, ici, qu'on lui sorte le cœur et qu'on le regarde par la rue. Et bien voilà comment le cœur se présente. La pièce étant orientée vers le haut du tableau et la droite, cette fois-ci sur votre droite, et bien à droite, vous verrez la veine cave supérieure, qui va venir se jeter au pôle crânial de l'atrium droit, qui va apparaître comme ceci. Et cette fois-ci, sur la vue postérieure, nous pourrons voir l'abouchement de la très volumineuse veine cave inférieure, qui, elle, va se jeter au pôle caudal inférieur de l'atrium droit. L'atrium droit va donc résumer toute la circulation veineuse de la grande circulation. Sur cette face postérieure, cette vue postérieure du cœur, apparaîtra la 4e cavité qui n'est visible que de l'arrière, c'est l'atrium gauche. Cet atrium gauche apparaît comme aplati, regardant vers l'arrière, et dans cet atrium gauche vont venir se jeter les 4 veines pulmonaires, ce sont les veines pulmonaires supérieures et inférieures droites, les veines pulmonaires supérieures et inférieures gauche, ces veines pulmonaires amenant à l'atrium gauche le sang oxygéné issu
et pulmonaire. C'est pour ça que par convention, on représentera les veines pulmonaires en rouge, alors que l'artère pulmonaire qui véhicule un sang veineux pauvre en oxygène sera par convention représentée en bleu. Cet ensemble, atrium droit avec les deux veines caves, atrium gauche avec les veines pulmonaires, va constituer la base du cœur, la base de notre pyramide. On regarde vers le haut, vers l'arrière et vers la droite. Elle est donc constituée d'une égalité atriale, séparée d'ailleurs par un sillon peu marqué qui est le sillon interauriculaire. Vers le haut, eh bien, nous allons retrouver des éléments vasculaires. Il s'agira tout d'abord de l'aorte, émerge du ventricule gauche, que l'on voit plaqué au flanc gauche de la veine cave supérieure, mais également l'artère pulmonaire, qui elle a un trajet beaucoup plus horizontal et qui va rapidement se diviser en deux branches, droite et gauche, chaque branche se dirigeant vers un poumon. Un peu plus bas, eh bien, nous allons retrouver des éléments. Tout d'abord, l'auricule gauche qui émane de l'atrium gauche et qui va venir coiffer la partie supérieure du ventricule gauche. Et enfin, les cavités ventriculaires avec le ventricule gauche, le ventricule droit, les deux ventricules étant séparés par le sillon interventriculaire postérieur. Retrouvons sur cette vue postérieure, entre l'atrium gauche et le ventricule gauche et le ventricule droit, la partie postérieure du sillon coronaire qui apparaîtra. Cette vue postérieure permet donc de voir la base du cœur, base atriale, mais également les deux dernières faces que nous n'avons pas décrites. Il s'agit tout d'abord de la face diaphragmatique, phase diaphragmatique par laquelle le cœur sera posé sur le centre pénique. Cette face diaphragmatique du cœur, inférieure, est constituée essentiellement du ventricule gauche et également de la face supérieure du ventricule droit. Elle est donc ventriculaire. La face pulmonaire du cœur, elle est uniquement constituée du ventricule gauche. Donc le cœur s'inscrit dans la forme d'une pyramide à une base triangulaire, un sommet antérieur gauche et trois faces. Ce qui nous amène tout naturellement, puisque le cœur regarde finalement dans une direction droite, à étudier les rapports. Le cœur ne va pas étudier comme ça, il va répondre à quasiment tous les organes de la cavité thoracique et aux parties. Alors tout d'abord, le cœur n'est pas posé comme ça, tel quel dans la cavité thoracique, mais il est entouré par un système de membrane qui est le péricarde. Ce péricarde, pour pouvoir le comprendre, nous allons faire un tout petit rappel embryologique.
C'est un tube avec un pôle veineux, l'atrium primitif, avec le veine cave, et un pôle artériel, ventricule primitif, avec ici les aortes. Ce tube primitif est entouré d'une membrane fibreuse, épaisse, qui prolonge l'atlantis des gros vaisseaux, c'est-à-dire du pôle artériel et du pôle veineux. Ce sera la future partie fibreuse du péricarde. Alors que, en dedans de cette membrane épaisse, le cœur est également engainé dans une membrane séreuse, fine, présentant un feuillet viscéral qui tapisse le tube cardiaque primitif, un feuillet pariétal qui va tapisser la partie fibreuse du péricarde. Ces deux feuillets pariétal et viscéral étant en continuité au niveau de lignes de réflexion et donnant délimiter une cavité, c'est la cavité péricardique. Avec le phénomène de plicature du tube primitif. Le pôle veineux peut venir se placer en haut et à droite. Le pôle artériel va venir se placer sur la gauche. Et le péricarde va suivre ce phénomène d'enroulement. Toujours avec le péricarde séreux en continuité avec la paroi des gros vaisseaux et un feuillet viscéral, péricarde séreux, qui va recouvrir la face externe du cœur, qui va doubler en profondeur le péricarde séreux, délimitant la cavité péricardique. Seulement voilà, lorsque le tube cardiaque se replie, entre le pôle artériel et le pôle veineux, il va entraîner une petite expansion de la cavité péricardique. Il va apparaître ici, entre le pôle artériel et le pôle veineux, et cette qualité, cette petite expansion de la cavité péricardique va persister chez l'adulte, formant des prolongements de la cavité péricardique ou signation du péricarde. Alors comment est-ce que ça se présente chez l'adulte? Bien, d'abord, sur la vue en spectacle, nous pouvons redessiner très rapidement, avec ici la veine cave crânienne, le quatrième droit avec son auricule, le ventricule droit, l'artère pulmonaire, le ventricule gauche, l'auricule gauche et l'aorte. Eh bien, la ligne de réflexion du péricarde va tout d'abord concerner le pôle artériel. Le pôle artériel, c'est l'aorte et l'artère pulmonaire. C'est ce qui parle. Ainsi, cette ligne de réflexion du péricarde va-t-elle engainer le tronc de l'artère pulmonaire, puis va se prolonger sur la face antérieure de l'aorte pour se prolonger, pour se poursuivre en arrière, les vaisseaux, venant littéralement engainer le pôle artériel. La ligne de réflexion du péricarde va ensuite se prolonger vers la droite, autour de la veine cave supérieure, puis
va repasser en arrière. Ainsi donc, eh bien, on peut représenter l'ensemble de notre cœur recouvert par cette fine membrane péricardique. C'est le filet viscéral du péricarde. Donc si on ouvre un sternum, on ouvre le péricarde, eh bien il est possible d'attraper le cœur, puisque la face sternocostale apparaît comme entièrement recouverte par du péricarde fibreux, et donc mobile par rapport à la paroi. Sur la vue postérieure, nous allons pouvoir étudier la réflexion, la ligne de réflexion du pôle veineux. Donc voici les deux belles caves, supérieure et inférieure, qui se jettent dans l'atrium droit, puis l'atrium gauche avec les 4 veines pulmonaires, l'aorte, l'origine de l'artère pulmonaire que je représente, je coupe juste avant sa bifurcation, sa division, et puis les cavités ventriculaires, ventricule gauche, ventricule droit. On peut remettre en place la ligne de réflexion du péricarde au pôle artériel, c'est-à-dire cette ligne de réflexion qui entoure l'aorte et l'artère pulmonaire. La ligne de réflexion au pôle veineux, après avoir parcouru la face antérieure de la veine cave supérieure, se prolonge en arrière. Elle va descendre le long de la veine cave supérieure, puis elle va venir entourer les veines pulmonaires droites, supérieures et inférieures, en parcourant le bord droit de l'atrium gauche. Vers le bas, elle va venir entourer également la veine cave inférieure. Ce qui nous permet de représenter bien, le bord droit de l'atrium droit qui apparaît recouvert par le péricarde. Vers la gauche, cette ligne de réflexion va suivre le bord postérieur de l'atrium droit, de l'atrium gauche, pardon, venant entourer les veines pulmonaires gauche, supérieure et inférieure, laissant apparaître, libre dans la cavité péricardique, donc recouvert par du péricarde séreux, la face postérieure de l'atrium droit, recouvrant ensuite l'auricule gauche et venant recouvrir les faces inférieure et gauche des ventricules. Ces lignes de réflexion, par lesquelles le péricarde viscéral se prolonge en continuité avec le péricarde qui recouvre le péricarde, ces lignes de réflexion nous permettent de montrer des récessus. En effet, il existe, lorsque l'on aborde le cavité péricardique, des prolongations, des prolongements de cette grande cavité. Tout d'abord, à la face postérieure du cœur, ou à la base du cœur,
il existe un prolongement dans lequel on peut passer le doigt ou un instrument. C'est ce que l'on appelle le sinus oblique du péricarde, qui est également connu sous le nom de sinus de Térésius. Ce sinus, ce prolongement de la grande cavité péricardique n'a pas beaucoup d'importance sur le plan clinique, au contraire du vestige de l'enroulement des deux colonnes artérielles et vénères, c'est-à-dire de ce prolongement. C'est le sinus transverse. Le sinus transverse du péricarde, eh bien on y rentre à la face antérieure du cœur en passant entre la veine cave supérieure et l'aorte, qui peut passer de doigt. Ce sinus transverse du péricarde, dans lequel on entre entre la veine cave supérieure et l'aorte, va ensuite passer entre le pôle artériel, c'est-à-dire l'aorte et l'artère pulmonaire en avant, et les oreillettes ou atrium en arrière, c'est-à-dire l'atrium droit, l'atrium gauche. Et on en émerge, on ressort à gauche, en passant entre l'artère pulmonaire et l'atrium gauche. Il sera limité au-dessus par des branches de bifurcation de l'artère pulmonaire. Il s'agit du sinus transverse du péricarde ou sinus de Thiele. Et celui-là, il est important parce qu'il permet en urgence, en particulier dans les embolies pulmonaires, on a un caillot, un gros caillot qui va venir se placer dans l'artère pulmonaire. Il permet au chirurgien cardiaque de passer son doigt entre la veine cave supérieure et l'artère pulmonaire, de clamper l'artère pulmonaire de façon à pouvoir l'ouvrir et évacuer le caillot. C'est une intervention qui doit être extrêmement rapide. On ne peut pas interrompre la circulation pulmonaire plus de 3 à 4 minutes. Donc cette manœuvre de clampage du pulmonaire est rendue aussi par l'existence de ce sinus. Quand on fera les dissections, je dirais, vous ouvrirez un péricarde et vous pourrez passer votre bonne sinus. Sinus oblique, sinus transverse. On décrit également des récessus interpulmonaire, il y a un récessus interpulmonaire droit, un récessus interpulmonaire droit et gauche, mais qui ont moins d'importance. Donc le péricarde est le premier rapport du cœur. Ce péricarde va délimiter entre les feuillets viscéraux et pariétaux une cavité qui est remplie d'un petit peu de liquide péricardique, qui va permettre les mouvements du cœur, du myocarde, dans la cavité péricardique, ce qui va autoriser les battements du cœur. C'est également dans cet espace que peuvent venir s'accumuler des liquides. Alors ça peut être par exemple du liquide physiologique, comme dans les péricardites, par exemple, des épanchements liquidiens. On peut également avoir du sang, parce que ce qu'on appelle un hémopéricarde, dans les traumatismes du thorax, les plaies du cœur, on peut également avoir des péricardites purulents. On peut avoir du pus dans cette cavité péricardique. Parfois, les épanchements de liquide dans cette cavité sont tellement importants qu'ils vont comprimer le cœur et empêcher ces dilatations et ces contractions, donc empêcher les battements. Et ça peut être extrêmement grave, c'est ce qu'on appelle des tamponnades, et la tamponnade peut entraîner l'arrêt cardiaque. Donc il est possible, comme le cœur est placé immédiatement en arrière du thorax, d'introduire dans la cavité péricardique une aiguille pour réaliser des ponctions péricardiques. Ponctions qui permettront d'une part d'évacuer le liquide contenu dans la cavité, et puis également de l'analyser de façon à pouvoir faire le diagnostic de cette
péricarde. Au-delà du péricarde fibreux, eh bien, le cœur va répondre aux autres viscères du thorax. Et pour pouvoir mettre en place le cœur dans la cavité thoracique, eh bien, nous allons imaginer un sujet auquel on aura retiré la paroi thoracique antérieure, recliné les poumons de chaque côté, pour mettre en place le cœur dans son contexte. Cette vue antérieure, nous allons la construire avec la ligne médiane. Le thorax sera centré par un élément, nous y reviendrons, c'est la trachée. La trachée qui est le tube aérifère de l'eau. Je vois quelque chose. J'ai fait quelque chose. Ah oui. J'ai mieux compris comment ça marche. Je prendrai ma retraite, je n'aurais toujours pas pigé comment ça marche. La trachée, tube aérifère, qui est l'élément sur le plan topographique qui va centrer. Vous arrivez à voir ou pas? Qui va nous centrer le thorax. Alors, sachez qu'elle se bifurque en deux bronches principales. Et puis là, le niveau de la bifurcation de la trachée, c'est TH5. Flanqué, le bord droit de la trachée va venir se placer la veine cave supérieure, qui, à un niveau de vertèbre en dessous de la trachée, va venir se jeter dans l'atrium droit, que nous voyons comme ceci, atrium droit avec son auricule, le cœur venant se projeter en regard des vertèbres thoraciques T6, T7 et T8. La veine cave supérieure naît en regard de TH3 de la réunion de deux veines brachiocéphaliques. Il s'agit de la veine brachiocéphalique droite qui est plutôt courte et verticale, et de la veine brachiocéphalique gauche qui, elle, est plus longue et de trajet plus oblique que la veine brachiocéphalique droite. Le plan veineux, veine cave supérieure et veine brachiocéphalique, est le plan le plus antérieur. Puis nous retrouvons le ventricule droit dont le sommet va laisser partir le tronc pulmonaire, artère pulmonaire, comme nous l'avons dit tout à l'heure. À gauche du ventricule droit va venir se placer le ventricule gauche avec ici l'atrium gauche, et émanant du ventricule gauche va venir se placer l'aorte thoracique, qui va former une crosse venant se placer au flanc gauche de la veine cave supérieure, puis venant s'enrouler autour de la bronche principale gauche pour repartir en arrière dans le médiastin postérieur. De l'arc de la crosse de l'aorte vont naître les principaux troncs de la base. Il s'agira, on y reviendra bien sûr,
notez-le pour l'instant, le rapport au cœur. Il s'agira du tronc artériel brachiocéphalique qui va, en regard de l'articulation sternoclaviculaire, se diviser pour donner naissance à l'artère carotide commune droite et à l'artère subclavière droite. Puis, deuxième branche émanant de l'aorte, crosse de l'aorte, il s'agit de l'artère carotide commune gauche, qui naît directement de l'arc aortique et qui va se porter dans la région cervicale. Enfin, dernière branche collatérale, l'artère subclavière gauche qui va, elle, se diriger vers le membre supérieur gauche. L'artère pulmonaire va, elle, se situer dans un plan plutôt horizontal, contrairement à l'aorte. Et cette artère pulmonaire va très rapidement se diviser pour donner les deux branches droite et gauche. La branche gauche de l'artère pulmonaire se portant à gauche et venant pénétrer dans le poumon gauche, dans le bouche pulmonaire gauche, comme on verra tout à l'heure, alors que l'artère pulmonaire droite, elle va passer sous la crosse de l'aorte, va passer en arrière de la veine cave supérieure pour venir réapparaître ici, au bord droit du cœur, où elle va venir se placer en avant de la bronche principale gauche, droite, pour venir dans le pulmonaire droit, donc dans le poumon droit. Donc le cœur va répondre au-dessus de lui aux gros vaisseaux qui vont, eux, définir un espace qui est le médiastin supérieur. Les veines, avec la veine cave supérieure, les vaisseaux qui la constituent, puis l'aorte, qui forme sa crosse arc aortique, et enfin l'artère pulmonaire. D'ailleurs, la crosse de l'aorte et l'artère pulmonaire gauche, vous savez, sont unis par un ligament, c'est le ligament artériel. Les rapports seront ensuite de côté des rapports avec les gouttières pleuropulmonales. En effet, nous avons réalisé une section de la paroi thoracique, donc nous retrouvons de chaque côté des sections de nos côtes qui vont définir la paroi thoracique. Nous remettons quelques sections pour mémoire. Je ne remettrai pas en place les éléments des muscles intercostaux. Le cœur va donc répondre à la paroi thoracique en particulier. Eh bien, il va venir se reposer sur le diaphragme. Le diaphragme bien rond, ultérieurement, qui présente un centre tendineux et qui présente ensuite une partie musculaire formant les coupoles diaphragmatiques, coupole diaphragmatique droite, coupole diaphragmatique gauche, et la coupole droite remontant un peu plus haut que la coupole diaphragmatique gauche. Par l'intermédiaire du diaphragme qui sépare la paroi thoracique, cavité thoracique, de la cavité abdominale, eh bien, le cœur va répondre aux viscères abdominaux. Il va en fait être couché sur l'estomac.
C'est pour ça que dans certains cas, eh bien, il peut exister comme premier signe d'un infarctus du myocarde, d'une ischémie, d'une nécrose du muscle cardiaque, en particulier lorsque cette ischémie va concerner plutôt la face diaphragmatique du cœur, eh bien, des signes cliniques au départ digestifs. Le patient va avoir au début des sensations de soit un hoquet, une douleur qui va localiser à l'abdomen, alors que le problème est cardiaque. Les rapports du cœur seront latéralement bien représentés par le principal occupant de la gouttière pleuropulmonaire. Il s'agit du poumon droit, ici, au gauche. Il faut savoir que le bord antérieur du poumon va venir recouvrir partiellement la face sternocostale du cœur. Donc, pour pouvoir, lorsque l'on ouvre un thorax, pour pouvoir exposer le cœur, nous sommes obligés de mettre des écarteurs qui répriment vers le dehors le bord antérieur du poumon. On écarte les deux poumons comme pour voir exactement ce que fait le chirurgien cardiaque. Autre rapport, bien sûr, il faut les mettre en place, eh bien, ce sera la trachée qui est donc, située en arrière. On met en place ici cette structure avec sa section caractéristique. Et puis, en arrière de la trachée, dernier élément, cette fois-ci il s'agit d'un élément digestif, c'est l'œsophage qui va tout au long du thorax venir se placer en arrière de la trachée. Voilà les rapports du cœur, du thorax. C'est de la paroi en bas, le diaphragme. De chaque côté se suivent les poumons avec leur gaine séreuse. En avant, bien sûr, c'est la paroi thoracique antérieure, donc c'est le sternum. Au-dessus, eh bien, ce sont les gros troncs de la base du cœur. Et un peu en arrière, eh bien, la trachée, et surtout l'œsophage. L'œsophage passant immédiatement en arrière du cœur, ça nous explique bien pourquoi, quand on met du son d'échographie dans l'œsophage, on peut réaliser une imagerie très précise du cœur, et en particulier la tigre gauche. Si vous voulez voir la tigre gauche, le meilleur examen, c'est l'échographie transœsophageale. Pour terminer avec les rapports du cœur, eh bien, nous allons mettre en place les principaux troncs nerveux qui existent dans le cœur. Il s'agit des nerfs vagues, 10e paire de nerfs crâniens. Du côté droit, le nerf vague droit arrive avec la veine jugulaire interne et l'artère carotide commune, passe en arrière de l'artère subclavienne droite et il va en avant de la subclavière droite et sous la subclavière droite va donner naissance à une collatérale importante que l'on verra un peu plus tard, c'est le nerf moteur de la corde vocale droite, le nerf laryngé inférieur droit. C'est important d'avoir cette nuance à droite, le nerf laryngé inférieur naît dans le puis le nerf vague va pénétrer dans le thorax et va très rapidement se déjeter vers l'arrière, passer à droite de la trachée pour aller se placer en arrière de l'œsophage. Donc on va le perdre de toute faire. Du côté gauche, le nerf vague, lui, eh bien, il arrive toujours en cheminant avec la carotide commune et gauche et la veine jugulaire interne. Il ne donne pas de collatéral à la base du cou, pénètre dans le thorax en accompagnant toujours l'artère carotide commune gauche, passe en arrière de la veine brachiocéphalique gauche, puis il va contourner à gauche la crosse de l'aorte, il va passer entre l'aorte, l'artère pulmonaire et le ligament pulmonaire,
faut aller se placer en avant de l'œsophage, donc ensuite aller en arrière. C'est au moment où le nerf vague gauche croise le ligament artériel qui va donner une branche collatérale, c'est le nerf laryngé inférieur gauche, nerf récurrent laryngé gauche, qui va avoir un trajet récurrent vers le haut pour se placer dans l'angle trachéo-œsophagien gauche. Et là, j'attire tout de suite votre attention sur cette nuance. C'est que les nerfs récurrents, les nerfs laryngés inférieurs, sont les nerfs de la phonation. Ce sont les nerfs moteurs des cordes vocales. C'est ce qui me permet de vous parler. Si vous voulez que je me taise, vous coupez mes deux récurrents. J'arrête de respirer. La glosse, pour que je souffle. Eh bien, il est très important que vous vous rappeliez toute votre vie de médecin que les deux récurrents n'ont pas la même origine. Qu'à droite, il a une origine cervicale, alors qu'à gauche, il a une origine thoracique. Et ça vous explique pourquoi un cancer développé à partir de la bronche principale gauche, en gros un cancer du poumon gauche, qui pourra donner des métastases ganglionnaires médiastinales, pourra par ces métastases ganglionnaires médiastinales comprimer le nerf laryngé inférieur gauche, et donc donner une paralysie de la corde vocale gauche. Ce qui, cliniquement, se traduira par une voix rauque, qu'on appelle voix bitonale. Donc, chez un patient fumeur qui a une voix rauque, ou en tout cas ce qu'on appelle une dysphonie, une anomalie de la phonation, et chez qui vous n'avez aucune lésion du larynx, aucune lésion du corps vocal, vous devez penser au cancer bronchique gauche et à la compression du récurrent à son origine médiastinale. D'accord? Enfin, dernier élément nerveux important, ce sont de chaque côté les nerfs phréniques. Ça, c'est les nerfs qui sont responsables de la motricité du diaphragme. Les nerfs phréniques, on rappelle que le nerf phrénique, c'est d'origine cervicale, essentiellement C4, un petit peu C3 et C5. Le nerf phrénique arrive dans le thorax, il accompagne le muscle squelette antérieur, il arrive dans le thorax en passant entre l'artère et la veine subclavienne, et à droite il va longer la veine brachiocéphalique droite, la veine cave supérieure, passer en avant du pédicule pulmonaire droit, longer le bord droit de l'atrium droit, pour ensuite arriver au diaphragme, dont on va assurer l'innervation de la partie droite. À gauche, le phrénique qui arrive toujours par accompagnant le squelette antérieur gauche, il va passer entre l'artère subclavienne gauche et la veine. Il va alors lui avoir un trajet un peu différent. Il va longer l'artère subclavienne gauche, puis il va longer, croiser l'arc aortique, où il forme, et d'ailleurs à un moment donné très proche du vague. Puis il va se décliner fortement vers la gauche, passer en avant du pédicule pulmonaire gauche, longer le bord gauche du cœur, et quand le cœur est déjeté à gauche, le phrénique gauche va être très fortement dévié à gauche, pour ensuite gagner la coupole diaphragmatique gauche, dont il va assurer l'innervation. Voici donc, bien sûr, il faudrait rajouter, pour compléter les rapports, bien sûr, le feuillet séreux du péricarde, je ne vous ai pas mis pour faciliter la compréhension. Par conséquent, le cœur, pour résumer, est cette structure qui s'inscrit dans la forme d'une pyramide avec une face plaquée contre la paroi thoracique antérieure, la face sternocostale, une face diaphragmatique ventriculaire droite et gauche collée au diaphragme, et une face pulmonaire constituée
ventricule gauche. Le cœur est enveloppé dans une grosse enveloppe fibreuse, péricarde fibreux, qu'il faut ouvrir pour avoir vu le cœur chirurgicalement. Et sous ce péricarde fibreux, il est compris dans une gaine très fine et séreuse, c'est le péricarde séreux, les deux feuillets de péricarde, délimitant une cavité dans laquelle le cœur est mobile. Le cœur peut même se luxer. Si vous avez un traumatisme du thorax avec une plaie de péricarde fibreux, le cœur peut se luxer dans le cœur. Et ça se traduit par un signe clinique très drôle, c'est qu'un coup, vous entendez les bruits du cœur à droite, quelques minutes plus tard, vous entendez à gauche. Il y a une voix à droite, et c'est la luxation. Enfin, le cœur se place au centre du thorax, dans un espace qu'on appelle le médiastin moyen, et dans cet espace, eh bien, il va répondre à peu près à tous les organes du thorax, que ce soit les organes respiratoires avec la trachée et les poumons, que ce soit les organes digestifs avec l'œsophage en arrière du cœur, et puis à travers le diaphragme, ce sera l'estomac. Et il répondra également en haut au gros vaisseau du thorax qu'il est possible d'aborder chirurgicalement en réalisant une ouverture du sternum, ce gros mystère de Montelli. La semaine prochaine, nous ouvrirons les parois du cœur pour venir étudier les calculs les plus cardiaques. Les techniques d'anatomie sont censées démarrer une information le 14 octobre.